De retour au plateau de Regard Croisé pour la suite de cette édition. Nous retrouvons nos invités Gabin Adjaro, Emmanuel Vivien Tomi et Samir Ouro-Sama. Nous parlons toujours du Mali, du Burkina et de la Guinée. Un dernier mot sur ces pays avec le sommet de la CEDEAO qui se prépare avant d'aborder le sujet sur le Sénégal. Je reviens à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Oui, juste dire que d'abord le grand recul que ces trois pays ont connu, c'est d'abord le coup d'État. Les coups d'État ne sont pas démocratiques. Les coups d'État sont illégitimes. Et donc, on ne saurait défendre un dossier de coup d'État d'abord. Première chose. Seconde chose, on ne demande pas, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou encore à la Guinée, que ces pays ou bien que les juntes au pouvoir organisent un référendum pour l'adoption d'une constitution. Oui. On demande à ces juntes d'organiser des élections, de s'éclipser pour laisser la place aux civils. Ou s'ils veulent venir au pouvoir, qu'ils démissionnent de l'armée et qu'ils deviennent civils pour se présenter. Parce que nous voulons tous conquérir, nous voulons tous prendre le fauteuil présidentiel. Mais si toi, tu as des mitraillettes sur la table et nous sommes tous des candidats, je risque d'avoir peur de toi. C'est pour ça que en Afrique, nos constitutions disent, si tu veux devenir président, tu démissionnes de l'armée et on sait que tu n'es plus militaire. Et donc, les jeux sont clairs. On ne demande pas au gouvernement au Mali, je sais qu'ils vont encore me critiquer, on ne leur demande pas de faire référendum pour adopter une constitution. On demande à la junte au pouvoir au Mali d'organiser des élections, de s'éclipser pour laisser la place aux civils. Si tant est que Goïta et tous les autres, ils veulent devenir président, ils n'ont qu'à démissionner de l'armée pour devenir civil et se présenter, et c'est au peuple de décider. Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, alors pour ce sommet que doit faire la CEDEAO, la CEDEAO va rappeler encore ces mesures-là, se fonder sur les tests et surtout donner des conseils. Okay. Et contrairement à ce que ces jeunes dirigeants veulent faire croire, on a toujours besoin de l'autre quand on est en politique. Et si on est issu d'un coup d'État, il vaut mieux s'entendre avec ceux qui sont élus légitimement dans leur pays, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Merci. Coup d'État peut appeler encore coup d'État, donc il faut mettre fin au coup d'État pour qu'on puisse avancer. Les coups d'État ralentissent le processus démocratique en Afrique. Le développement économique de nos pays. Oui, allez-y, Samir, en même temps, enchaînez. Oui, moi je pense fondamentalement qu'il est important que, à ce sommet, la CEDEAO soit claire là-dessus. Parce que certains militaires qui sont à la tête de ces pays ont pris l'engagement de ne pas se présenter aux élections prochaines. Donc il est important par rapport à la feuille de route qui a été définie, indépendamment par ces jeunes-là, que la CEDEAO fasse une évaluation pour voir à ce jour précis qu'est-ce qui a été fait pour que nous puissions tenir dans le temps en termes d'organisation des élections présidentielles. Parce que des élections présidentielles pour permettre à ce que l'ordre constitutionnel puisse être rétabli. Aujourd'hui, on dit qu'on a organisé un référendum dans un pays. Demain, on dira par exemple que non pour arrêter, comment l'appelle-t-on, au renouvellement des dirigeants à la tête des pays, ou pour pouvoir laisser le pouvoir, il faudrait organiser les élections législatives, les organisations législatives. Ce n'est pas ça le plus urgent. Puisque lorsque vous preniez le pouvoir par le passé, vous avez dit que la cause fondamentale, c'est l'insécurité qui régnait dans vos différents pays, là, notamment au Burkina Faso et également au Mali. C'est vrai qu'en Guinée, l'exception était faite que les acteurs politiques n'arrivaient pas à s'entendre et quelqu'un, de façon unilatérale, a décidé de modifier la constitution et de faire un troisième mandat. Ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ce état aussi. Attendez que je finisse. C'est un cas exceptionnel parce qu'il y a eu une certaine adhésion des acteurs politiques, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Donc ce que les différentes juntes au niveau de ces trois pays doivent faire au niveau au sommet du 9 juin prochain, c'est de convaincre la CEDEAO que par rapport à la feuille de route qui a été définie de façon de commun accord avec les différentes instances, notamment la CEDEAO, voilà ce que nous avons fait. Nous avons besoin de votre apport ou de votre soutien pour dérouler telle action. Donc nous nous engageons en 2024 pour certains, en 2025
de remettre le pouvoir à l'issue des élections et nous nous engageons à ne pas se présenter aux élections. Parce que certains ont déjà pris cet engagement-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui... est déjà pris, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Parce que les gens sont en train de mettre des artifices pour s'éterniser au pouvoir. Non. Mais attendez que je vous explique. Aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, vous avez vu tous ces événements qui se sont passés. Ça ne fait pas partie de la feuille de route. Les gens se disent qu'ils veulent être autonomes. Ils ont chassé la MINUSMA. Ils ont chassé la force Berkane. Ils ont coupé les relations avec les pays occidentaux. Ils accusent l'ONU. Aujourd'hui, ils veulent chasser la MINUSMA. Aux informations officielles, la France avait fait une annonce qui n'avait pas plu aux autorités maliennes qui ont parlé d'abandon. Mais de façon souveraine, ils ont décidé de chasser la France. De façon souveraine, ils ont décidé de couper certaines relations avec les pays occidentaux, notamment l'Allemagne. De le faire. Les autres pays ont décidé de suivre le mouvement. Moi, je rappelle les événements tout court. Maintenant, chacun de faire ses analyses. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de la MINUSMA, c'est une demande qui a été formulée, qui n'a pas Ce n'est pas une demande. Ils disent qu'ils demandent à la MINUSMA de quitter le pays. On va revenir là-dessus. Qu'on recadre le débat, qu'on n'aille pas, qu'on ne dise pas. Moi, je voulais juste apporter quelques petits éléments pour que vous compreniez un peu la situation. Du Conseil de sécurité de l'ONU le 30 juin. Donc, on ne va pas, en tout cas, aller au-delà de cette date-là pour prendre des décisions, pour, en tout cas, se poser des choses. Nous allons rester dans le débat. Que faut-il faire aujourd'hui au niveau du Mali, du Burkina, de la Guinée, à ce sommet de la CEDEAO? Quelle doit être la position de la CEDEAO? Vous allez finir par me donner raison. Oui. Moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse retrouver ces pays-là dans les instances décisionnelles de la CEDEAO. Oui. Et également de l'Union africaine. On en parlera à une autre occasion. C'est fondamentalement de retrouver ces pays-là dans l'animation des différentes instances de notre organisation communautaire que nous avons en commun. Okay. Et ensuite, c'est de faire en sorte qu'au niveau de ces pays-là, qu'on puisse avoir des régimes légitimes, des régimes qui sont issus des différentes constitutions, parce que lorsque vous perpétrez un coup d'État, vous dites que la constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, vous mettez en place ce qu'on appelle la charte de la transition. Et dans ces pays-là, c'est la charte qui est la norme fondamentale sur laquelle ces jeunes-là se basent pour diriger le pays. Donc, il est important qu'on ait respecter cette charte. Voilà, il est important qu'on revienne à l'ordre constitutionnel avec la constitution qui est la norme fondamentale de chaque pays. Merci. Et ensuite, de veiller à ce que nos pays soient en sécurité, parce que par exemple quand vous prenez le Burkina, la Côte d'Ivoire qui a les frontières avec le Burkina Faso, le Mali, la Guinée équatoriale, quand vous avez des jeunes comme ça au pouvoir qui ont une certaine force militaire, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Merci. Parce que vos frontières sont menacées. C'est la situation de la plupart de nos pays, notamment le Togo, qui paie les lourds tributs par rapport au djihadisme qui sévit au Burkina Faso et tout ça. Donc nous avons intérêt, à ce que à ce sommet-là des choses sérieuses soient prises à l'encontre de ces pays. Entre coup d'État et terrorisme. Je n'ai jamais fait une confusion entre ces deux phénomènes. Gabin, un dernier mot sur ce sommet qui se prépare avant qu'on aborde le sujet. Je vais aller très vite. Vous savez, Assimi Goïta n'est pas en train de diriger le Mali. Hein. C'est vrai qu'on est en train de parler des 3 pays, mais ces autorités de transition ne sont pas en train de diriger leur pays par ordonnance de la CEDEAO. Ils sont en train de conduire leur pays et ils ont besoin des tests pour pouvoir conduire leur pays. C'est eux qui examinent leur situation. Personne ne connaît mieux la situation du Mali, du Burkina et de la Guinée que les habitants de ce pays-là même. Donc, si aujourd'hui, ce pays-là trouve normal... Oui, ils en parlent. Ce n'est pas tous les Maliens qui... Ce ne sont pas tous les Maliens qui sont d'accord sur ce référendum. Non, moi, je ne veux pas faire citation sur le cas malien. Vous savez, le Mali, si Assimi Goïta aujourd'hui trouve normal de voter un test constitutionnel qui lui permettra de gouverner, jusque-là, rien ne montre qu'il veut se présenter. Parce qu'il y a l'amnistie dans la nouvelle constitution qui ôte le poids des sanctions qui pourront peser sur lui quand il ne sera pas au pouvoir. Donc, peut-être que c'est une ouverture pour ne pas se faire, ou bien pour se protéger. Donc, pour moi, jusque-là, il n'a pas démissionné de l'armée et il n'a pas encore manifesté l'envie de se présenter aux futures élections
présidentielle. Donc, pour moi, aujourd'hui, la CEDEAO, il y a des États au sein de la CEDEAO qui, aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO rend des décisions qu'ils n'exécutent même pas. Même le Mali n'exécute pas ces décisions. Il y a des chefs d'État au sein de ces décisions. C'est moi qui ai la parole, bien sûr. Si, il y a aussi des chefs d'État au sein de cette communauté-là qui ont sauté les verrous de limitation de mandat pour pouvoir se représenter ad vitam aeternam au pouvoir. Il y a aussi des gens qui ont perpétré des coups d'état constitutionnels au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait mieux se pencher sur le cas sénégalais. Macky Sall qui avait voulu ameuter tout son armée pour aller chasser Yahya Jammeh entre-temps. Aujourd'hui, il est dans une certaine mesure. Nous allons rester dans le cadre de oui, c'est pour dire qu'il y a plus urgent à débattre à la CEDEAO aujourd'hui que de parler uniquement que Mali, Burkina et Guinée-Conakry. Ce sont des pays qui font partie de la CEDEAO, mais ils ont déjà déroulé leur calendrier qui pourront leur permettre de faire les prochaines élections. Donc, attendons. Il faut qu'ils reviennent à l'ordre constitutionnel. Non, juste dire que les 3 pays n'ont qu'à revenir à l'ordre constitutionnel. Nous allons rester dans le débat. Vous avez eu le temps de discuter de ce sujet. Nous allons aborder maintenant la question du Sénégal, le déplacement, le voyage d'État du président sénégalais Macky Sall se poursuit. Le président sénégalais, donc, à Lisbonne, lors d'une visite au Portugal, est revenu sur la crise qui secoue son pays et qui a connu des manifestations du 1er au 3 juin suite à la condamnation d'Ousmane Sonko. Macky Sall, dans une déclaration, a annoncé qu'il s'engage à consolider la démocratie au Sénégal. Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants. Nous poursuivrons notre marche vers l'émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal dans le respect, bien sûr, de l'état de droit. C'est ce qu'il a déclaré lors de cette visite. Je viens à vous, Gabin Adjaro, un regard sur cette sortie finalement de Macky Sall quelques jours ou bien quelques semaines après les manifestations qui ont émaillé le Sénégal. Je pense retrouver le Macky Sall démocrate que je connaissais. Parce que là, la situation a commencé par s'envenimer et ça va de mal en pire. Aujourd'hui, s'il s'engage à consolider la démocratie, vous savez, le soubassement de la démocratie, c'est la limitation du mandat. Et pas seulement la limitation. Oui, c'est la limitation du mandat et les élections transparentes, bien sûr. S'il n'y a pas l'alternance au pouvoir, je ne pense pas que les pays occidentaux que nous copions aujourd'hui seraient à ce niveau-là. Donc, quand nous voulons copier, il faut bien copier. Macky Sall, s'il se réfère à cette déclaration précédente sous Abdoulaye Wade, et quand il avait pris le pouvoir tout au début, lui-même, quand il regarde ces vidéos-là, je ne suis pas sûr qu'il sera fier de la situation qui est en train de prévaloir aujourd'hui au Sénégal. Donc, pour moi, s'il s'engage aujourd'hui, c'est que, premièrement, il doit s'engager à ne pas briguer un 3e mandat. C'est très important. Je voulais faire référence à... Rien ne lui oblige. Rien ne lui oblige. Mais est-ce qu'il a déjà fait 2 mandats? C'est ça le plus important. Moi, je ne vais pas retourner dans des arguties juridiques et autres, mais le plus important que ce qu'il avait fait, c'est comptabilisé. Et un homme digne qu'il est, il n'est pas le seul Sénégalais qui est intelligent. Il n'est pas le seul Sénégalais qui est dans son parti politique. Il y a encore des gens assez valeureux dans son parti politique qu'il peut positionner pour briguer le mandat présidentiel s'il arrivait à gagner les élections. Donc, pour moi, c'est bien de le dire, mais l'application sur le terrain est très importante. Il peut le dire, comme il l'avait entre-temps dit. Mais quand les élections se profilaient à l'horizon, on a vu tout ce qui s'est passé avec le cas Karim Wade et aujourd'hui le cas Ousmane Sonko. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir revenir à de meilleurs sentiments. Le Sénégal, qu'on connaît comme un exemple de démocratie, qu'on revienne à la base et puis qu'on aide ce pays-là à retrouver sa place d'antan parce que là, le pays est en train de partir à volo. Et c'est ce que je disais. Quand tu prends les pays occidentaux comme les États-Unis et autres, en dehors de Roosevelt, est-ce qu'il y a eu un président qui a eu déjà abrigué 3 mandats? Il n'y en a pas. C'est lui seul. C'est un cas exceptionnel et dans une situation exceptionnelle aussi, la crise économique de 1929. Donc aujourd'hui, si Macky Sall, avec nos constitutions qu'on a, on veut copier les Blancs, on veut arriver à faire la limitation de mandat à 2, je pense que peu importe que la nouvelle constitution lui permette de briguer encore un autre mandat, pour sa dignité, pour l'homme qu'il est, je pense qu'il est nettement mieux de s'esquiver, de laisser la place et puis faire une déclaration sénégalaise. Voilà, je ne vais plus me présenter pour un 3e mandat. Et puis je pense que
il n'y aura plus de problèmes dans ce pays-là. En tout cas, pour le moment, Macky Sall n'a pas encore dit s'il va se présenter pour un troisième mandat ou pas, mais il s'est prononcé finalement une vingtaine de jours après les manifestations qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko, quelques jours pour prendre le temps peut-être de réfléchir sur la méthode. Macky Sall se prononce et c'est en Portugal qu'il se prononce sur la situation de son pays. Samir Ourossama. Non, je pense que le président Macky Sall a raté une meilleure occasion de se faire encore plus aimer par les Sénégalais. Quand vous avez un pays qui est agité par un agitateur et qui avait un projet insurrectionnel et qui est poursuivi par la justice par rapport à une certaine affaire de droit commun, et pendant plus de 2 semaines, pratiquement, vous avez eu plus de 16 morts selon les autorités. Et je pense que le parti de Ousmane Sonko parle de 26 morts. Amnesty International parle de 23 morts. Quand vous avez ainsi un lourd bilan comme ça dans vos pays, il est important qu'en tant que chef suprême, en tant que chef d'État, que vous preniez prendre la parole devant votre peuple. Vous devez prendre la parole devant la nation pour vous prononcer. Vous imaginez un président portugais venir au Sénégal et parler de la politique intérieure de son pays? Où est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours nos pays africains qui vont aller se faire honnir ou qui vont aller exposer leur pays à l'international? Est-ce que Macky Sall ne pouvait pas, en tant que chef d'État, avec tous les moyens qui sont à sa disposition, prendre la parole à l'heure du journal, par exemple, à la télévision nationale, et s'adresser aux Sénégalais, les rassurer avec tous ces mots qu'il a fait sortir, les rassurer que tout sera mis en œuvre pour préserver les acquis démocratiques de leur pays. Tout sera mis en œuvre pour que le pays ne sombre pas. Tout sera mis en œuvre pour que cette étape qui va être franchie par le pays, parce que le pays va commencer par exploiter le gaz et le pétrole. Donc, il y a une certaine différentes formes de convoitise autour de ce pays-là. Les rassurer qu'il mettra tout en œuvre pour assurer la tranquillité, le jeu démocratique, pour que les élections prochaines puissent se dérouler en bonnes conditions. Et c'est au Portugal que le président sénégalais a vu pour aller se faire prononcer pour une première fois. Qui vous fait problème ou bien bien sûr, c'est le lieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas considéré le peuple sénégalais. Vous allez au Portugal et vous vous prononcez sur une situation qui a coûté la vie à plus de 16 personnes, 16 compatriotes sénégalais. Et c'est au Portugal que vous avez vu pour aller vous faire prononcer. C'est la première observation. Et il a raté véritablement cette occasion-là. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes président de la République et vous êtes en train de conduire en bon chef de famille, comme on le dit, votre mandat, vous devez mettre en place toutes les mesures qui rassurent par rapport à vos intentions, tout ça là. Pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, Macky Sall a toujours entretenu, comment l'appelle-t-on, un flou. Même si moi je suis de ceux qui pensent que tant que le gars n'a pas encore dit qu'il sera candidat pour briguer un troisième mandat, il faut le croire. C'est au moment où il va se prononcer, je nourris l'ambition d'être candidat ensuite, et nous allons voir la réaction des différentes institutions et tout ça là, notamment le Conseil constitutionnel et la structure qui organise les élections au niveau de ces pays-là, pour voir s'il réunit les conditions adéquates pour se présenter et tout ça là. Et ensuite, le troisième élément, si vous permettez que je finisse là, lorsque vous vous retrouvez dans ces pays-là où vous êtes allé pour renforcer votre relation bilatérale, il est important que vous parliez de ce que vous pouvez apporter en termes économiques, en termes de stabilité. Donc, en termes de stabilité, vous devez, bien avant votre déplacement, vous adresser à votre peuple, et ensuite, que ces pays-là qui sont censés venir investir, parce que quand ils viennent avec des opportunités non seulement, mais ils viennent offrir une certaine expertise, ce qu'on appelle un transfert de compétences et de technologies, pour permettre à ce que le pays puisse renforcer ses avancées économiques. Donc, Macky Sall, de façon globale, si vous voulez qu'on se limite là, sur sa sortie, en parlant de la politique intérieure, notamment de façon déguisée, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, vraiment, il a raté l'occasion vraiment de se faire comprendre de plus en plus davantage, et ensuite de se faire encore plus aimer par les Sénégalais par rapport à tout ce qu'il a pu faire au cours de ces 10-12 dernières années, et ensuite par rapport à son statut actuel de chef d'État, de celui qui est prêt
comme on le dit, le premier Sénégalais qui pourrait être prêt à mourir pour le Sénégal. En tout cas, c'est votre lecture de la situation. Emmanuel Vivienne Tomi, que dites-vous de cette sortie finalement de Macky Sall? On l'avait attendu, c'est finalement à Lisbonne qui va se prononcer sur la situation de son pays. Il s'engage à préserver les acquis démocratiques du Sénégal. Je pense que la cellule de communication du président Macky Sall a raté le train. Après ce qui s'est passé au Sénégal, avant de s'envoler pour le Portugal, le président aurait mieux fait de s'exprimer d'abord, de parler à son peuple, de dire... Il était aussi dans les négociations pour l'Ukraine et la Russie. Oui, voilà. L'occupation mondiale. C'est en cela que beaucoup le trouvent bizarre, parce que il y a eu des morts chez vous. Vous n'avez pas condamné vous-même, par votre voix, officiellement, solennellement, ce qui s'est passé. Vous vous envolez pour aller régler le problème des frères jumeaux, Ukraine et puis Russie. Et après, vous retournez chez nos cousins, les de Souza du Portugal. Et c'est là-bas que la presse vous tend le micro et vous parlez de votre pays, et vous parlez des événements, et vous parlez des perspectives que vous avez pour le pays. Je crois que c'est raté. Juste un petit discours avant de s'envoler pour le Portugal, où il rassurait d'abord regretter ce qui s'est passé, rassurer la population que tout sera mis en œuvre pour que cela ne se reproduise pas, rassurer les acteurs politiques qu'il est vraiment de bonne volonté, de bonne foi pour la réussite du dialogue qui était en cours, et parler aussi de cette question de troisième mandat. Ouais. Aborder juste le sujet. Mais en dehors de Macky Sall, ces ministres s'étaient prononcés sur la situation. Ils ont parlé de l'affaire Sonko, ils ont quelle légitimité de tout ce qui se passe. Ils ne peuvent pas être plus royalistes que le roi. Le problème, c'est qu'il y a les anges, mais il y a aussi des fois Dieu. Des fois, on doit écouter la voix de Dieu. Voilà. Bon, pour paraphraser, on peut dire que c'est lui le chef suprême. Donc, c'est à lui de dire, l'État sénégalais condamne la violence, d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle provienne, d'où qu'elle sorte. L'État regrette les morts qu'il y a eu et présente ses condoléances aux familles qui ont été touchées et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Aux acteurs politiques, moi, Macky Sall, je dis, nous devons nous entendre au cours de cette discussion politique ouverte, et je vous rassure que je mettrai tout en œuvre pour que notre pays ne bascule pas ou ne tombe en lambeaux. Et juste après ça, maintenant, dire, je voudrais bien me présenter, si tant que vous voulez vous présenter, ou dire, je ne vais pas me présenter, je ne l'ai jamais dit, et on va vous croire. Vous ne dites rien de tout cela, vous allez chez nos cousins, et puis c'est là-bas que vous nous parlez. Je pense que c'est là où il y a le premier manquement. Secondo, quand il y a un problème dans votre pays, et les autres pays, frères et amis, comme on le dit, vous envoient les lettres pour vous encourager, et qu'au sein de ce pays, le président de la République même n'a pas pu se prononcer sur l'événement, il y a problème. Ouais. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram et autres, il y a beaucoup de présidents qui essaient de se rattraper. Un petit mot sur leur Twitter pour dire nous regrettons, nous déplorons, quelque chose comme ça. Et ça apaise un peu. Mais ne rien faire du tout. Et après, c'est à l'extérieur que vous parlez. Et vous faites un discours de campagne disant, moi le démocrate, je vous rassure que je vais continuer dans l'enracinement de la démocratie, dans la consolidation des acquis de l'état de droit. Ça, c'est pour la prochaine présidentielle. De grâce, pour vous, c'est un discours de campagne. C'est un discours de campagne, nous sommes en politique. De grâce, parlons de la réalité, de l'actualité. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Je ne dis pas que M. Sonko est blanc comme neige. Je ne dis pas que M. Sonko aussi n'a pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que c'est une responsabilité partagée, le bordel qu'il y a eu au Sénégal. Responsabilité partagée entre le pouvoir, l'opposition et surtout aussi l'armée et la police. Je pense que c'est en cela que le président Macky Sall
n'a pas pu convaincre ses concitoyens et nous, les autres compatriotes africains. Ça, c'est le train qui a été raté. Mais il peut toujours se rattraper puisque, suivant les informations, il va se prononcer probablement avant la fin de ce mois de juin. Merci. Et il aura abordé beaucoup de sujets. Ce que beaucoup de Sénégalais attendent de lui, moi je ne suis pas Sénégalais, c'est qu'ils disent clairement, je me présente ou je ne me présente pas. Merci Mais beaucoup, entretenir Emmanuel le Vivien flou, Toumi. ça continue, pas faire du mal au paysage politique du pays. Alors, Gabin, je reviens à vous pour terminer sur cet aspect. Et Macky Sall, quelque part, disait « Je veillerai à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit l'origine de cette volonté de déstabilisation. Nous y veillerons très vigoureusement. » Qu'est-ce que vous y comprenez? C'est un rejet de responsabilité. Il ne se voit pas le premier responsable de tout ce méli-mélo au Sénégal. Il est en train de rejeter la faute sur Ousmane Sonko, à qui... Il n'a nommé personne. Il dit, Ben, quelle que soit l'origine de son cette adversaire premier déstabilisation. aujourd'hui, c'est qui? C'est Ousmane Sonko. Et il lui prête des intentions de déstabilisation du pays. C'est ce que lui, il pense aujourd'hui. Au lieu de s'assumer, de dire, bon, voilà, il y a eu telle chose, et puis bon, j'assume ma responsabilité. La police et l'armée, ils ont eu leurs responsabilités aussi. Je pense que Pour le moment, des enquêtes sont ouvertes. oui, Ça n'a soit pas un encore de président, conclusion. peu importe ce qui se passe, que ce soit en bien ou en mal, ben, on te l'attribue dans ton bilan. C'est ce qui se passe normalement. Et quand il y a des décombres macabres, ben, on te l'attribue. C'est toi le premier responsable, c'est à toi d'amener la paix, la stabilité dans le pays. Si tu n'as pas su le faire, c'est que ta responsabilité est engagée. Et c'est la première des choses à faire, c'est de faire profil bas et d'accepter. Le doyen a pratiquement tout dit. Premièrement, il n'a pas assez respecté les Sénégalais. En partant au Portugal, et c'est de là qu'il fait son petit discours. À ne même pas dire des choses concrètes que les Sénégalais voudraient attendre. Et aujourd'hui, il continue en rejetant la faute sur d'autres personnes, alors que c'est toi qui es le chef de l'État. On ne peut pas accuser le gardien alors que le patron lui-même, il est là. C'est le patron qui a intimé l'ordre. C'est toi le premier responsable. Et quand tu veux grandir, quand tu es une personne assez digne, on accepte sa responsabilité et on fait son mea culpa. Je pense que c'est la première des choses à faire et il a manqué cette occasion-là de le faire. Je pense même qu'il aurait pu se taire sur cette situation-là et quand il reviendra en mi-juin, il pourra faire sa déclaration et là, on saura véritablement ce qu'il pense de cette situation-là et de sa prétendue présentation aux prochaines élections. Mais là, je pense qu'il a manqué le coche. Oui, je voulais ajouter, si vous permettez, en réalité, dans un pays, quand vous êtes gouvernement, vous êtes ministre ou dirigeant, vous avez la lourde responsabilité d'assumer la sécurité de tout le pays. Donc que le problème vienne de votre propre armée ou de la police, ou que le problème vienne d'ailleurs, dès que les victimes sont vos concitoyens, c'est que vous avez raté quelque chose, vous avez échoué, et donc il faut assumer cette responsabilité. Si vous laissez votre pays être attaqué et vous n'arrivez pas à protéger vos compatriotes, vous ne pouvez pas dire nous sommes attaqués. Justement, les citoyens ont voté pour vous pour que vous puissiez leur garantir la sécurité, la protection. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien Toumi. Nous allons marquer donc la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette édition.